écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Si ce podcast vous plaît, merci de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode. Les idées reçues ont la vie dure, les prétextes à l'inaction sont confortables et de nombreux arguments anti-écologiques issus du lobbying industriel sont maintenant bien installés dans notre société et peuvent jaillir à tout moment lors d'un plateau télé, d'une discussion chez le coiffeur ou d'un repas de famille. Et bien que nous sentions ces raisonnements bancals, fallacieux ou même absurdes, nous n'avons pas toujours les mots pour y répondre. Oui, je confirme. Les arguments anti-écolo, Jérémy Bismuth les connaît bien. Depuis 5 ans, il écrit et réalise les épisodes d'Amis des lobbies, très bonne série, web série qui parle d'écologie et de cause animale à l'envers, donc faisant l'éloge des activités et industries qui détruisent le vivant pour mieux les décrédibiliser. 5 ans donc à débusquer les freins de la transition écologique et à en analyser le discours pour mieux le déconstruire. Études scientifiques, sketch et déguisement ringard à l'appui. Ce manuel de riposte écologique, tel est son titre, nous propose donc des réponses. Les réponses à 30 arguments anti-écolo passés au crible, déconstruits avec méthode et toujours avec humour. Les principaux thèmes y sont abordés: biodiversité, agriculture, alimentation, climat, énergie et une dernière partie consacrée à la cause animale. On parle donc déforestation, pesticides, voitures électriques, éoliennes, climato-scepticisme, véganisme, entre autres. Pour nous parler de ce manuel de riposte écologique, je reçois sur So Sweet Planet l'auteur de cet ouvrage, Jérémy Bismuth. Bonjour Jérémy. Bonjour Anne. Bienvenue sur So Sweet Planet. Je suis ravie de pouvoir parler de ce livre que j'ai terminé récemment, qui est sorti début mars. Comment il est né, ce livre ? Alors c'est vraiment l'expérience de documentation, d'écriture et de réalisation de ma web-série Amis des lobbies qui m'a amené à imaginer ce livre parce qu'effectivement, comme tu le disais en introduction, ça fait 5 ans en fait que pour écrire les épisodes d'Amis des lobbies, je suis obligé de me plonger dans le discours anti-écologique pour trouver quels sont les arguments en fait qui justifient ou qui essayent de défendre la destruction du vivant. Donc, et on en trouve toujours pour les pires catastrophes écologiques, on trouve des très bonnes justifications. Et donc, c'est très intéressant de se plonger dans le discours des lobbyistes industriels ou des politiques anti-écologiques. Et à force, de chercher ces freins à la transition écologique, je me suis dit, bon là quand même, je commence à avoir un beau petit répertoire, et ça serait peut-être intéressant de sélectionner les plus insupportables et aussi parfois les plus intéressants, parce qu'il y en a qui se défendent, avec lesquels il faut réfléchir parce que c'est très intéressant, et d'en faire un petit recueil. Mais je voulais pas traditionnellement, on trouve beaucoup de débunkage, pardon pour le néologisme, d'arguments anti-écolo qui concernent le climat ou alors l'écologie en général, la société, etc. Et là, je voulais vraiment essayer de balayer tous les champs de la protection du vivant, les principaux bien sûr. Et donc voilà, c'est pour ça que je parle de biodiversité, d'agriculture, d'alimentation, etc. pour ne pas se contenter des thèmes liés au climat. Oui. Et toi, est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui t'a permis de ne pas être du côté de ceux qui ont ces arguments faciles ? Qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser au départ, c'est-à-dire avant la web-série, à tous ces sujets ? Parce que c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est qu'on va en reparler, mais il y a les arguments, tu es allé chercher des choses, avec toutes les études scientifiques à l'appui et tout ça. C'est pas juste des avis, parce qu'on peut pas contrer avec juste des avis, hein, tout ça. Et en fait, souvent, ces livres sont écrits par des scientifiques, des chercheurs, des experts. Et toi, tu viens du côté justement de ceux qui peuvent se retrouver à table sans avoir tous les arguments au départ. Et qu'est-ce qui t'a fait te plonger dans tout ça et chercher tous les arguments en fait pour contrer? Mais avant de contrer, il faut déjà être convaincu soi-même. Donc, à quel moment, toi, tu as choisi ce camp, on peut dire? Alors moi, c'est venu vraiment
Très progressivement depuis l'enfance, parce que j'ai eu la chance de passer tous les étés de mon enfance dans l'Aveyron, donc au milieu de la nature, des montagnes, de la rivière, des forêts. Et donc en fait, moi je suis arrivé à cette passion pour l'écologie d'abord par la protection du sauvage. Et j'ai presque envie de dire par la protection de la beauté, parce que voilà, je voyais des paysages ou des animaux magnifiques autour de voilà, l'Aveyron, c'est la région de mes grands-parents, Oui, et en voyant certaines de ces choses magnifiques être détruites, en fait, c'est ça qui a commencé par me choquer et me dire mais non, il faut protéger tout ça. Et donc c'est par ce biais-là qu'après j'ai été me documenter beaucoup plus sur la protection du vivant, sur tout ce que ça impliquait, et très progressivement, voilà, à l'âge adulte, j'étais un écolo passionné. Et mon métier, ce sont les images. C'est-à-dire que j'écris des vidéos, je réalise des vidéos, je fais de la photo également. Et donc très vite, j'ai voulu mettre mon métier au service de la cause écologique. Et donc voilà, en réalisant des vidéos, en faisant des choses comme ça. Et j'ai fait il y a bien longtemps une web série qu'absolument personne n'a vue, qui parlait d'écologie. Et donc voilà, il y a 5 ans, j'ai commencé donc à écrire et à réaliser Ami des lobbies. C'est vraiment étant donné que je suis obligé de me documenter pour écrire, parce que je veux surtout pas, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, que ça se résume à un avis ou une opinion, parce que la sphère médiatique mais déborde, on est oui. inondé d'opinions totalement inintéressantes, et je voulais absolument pas je voulais pas du tout que ça soit ça. Donc nos vidéos d'Ami des lobbies, ça a beau être rigolo, plein de sketchs et de déguisements ridicules, c'est très très documenté. Euh, et donc voilà, la base des arguments pour moi, que ça soit dans Ami des lobbies ou dans le livre, dans le manuel de riposte écologique, c'est toujours les études scientifiques. Et je vais chercher voilà les plus vastes, les plus récentes, les plus sérieuses, et je les mets. Et évidemment, elles sont notées, que ce soit dans le livre ou dans les épisodes, pour que tout soit sourcé, qu'on soit pas dans l'opinion. Oui, et avant de reparler du livre, dans l'introduction, enfin dans le petit texte que tu as écrit avant de rentrer dans les différents chapitres, tu parles aussi du fait que tu es parti, parce que tu es allé aussi sur le terrain un peu avec des ONG, et notamment j'ai vu avec Sea Shepherd, parce que j'avais Bien. j'avais fait une interview de Lamia Essemlani sur So Sweet Planet de Sea Shepherd France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette mission en quelques mots et nous dire voilà, qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans aujourd'hui, ce qui a pu te construire? Absolument. Alors, je suis ravi que tu en parles, parce que c'était vraiment un tournage incroyable. Donc on est parti avec Adi. Malheureusement, Laura ne pouvait pas venir sur le bateau. On est parti 4 jours sur le Sam Simon, un des bateaux de Sea Shepherd, dans le golfe de Mmh. Gascogne. En fait, l'idée, c'était de documenter les prises accidentelles de dauphins par les bateaux de pêche, parce qu'en fait leur mission était essentielle, puisque les scientifiques constataient qu'il y avait beaucoup de dauphins échoués sur les plages, des dauphins qui avaient été étouffés, qui étaient morts noyés parce qu'ils étaient coincés dans des filets, ils s'échouaient sur les plages. On sait qu'il y en a, évidemment, la majorité ne s'échoue pas sur les plages mais coulent au fond de la mer. Donc les scientifiques s'inquiétaient énormément de la mortalité des dauphins. Ils se disaient qu'à terme les populations de dauphins du golfe de Gascogne allaient s'effondrer. Et donc, Sea Shepherd devait documenter comment ça se fait que les dauphins étaient. Est-ce que les dauphins étaient vraiment pris dans les filets, et comment ça se passait? Et en fait, alors déjà, c'était fou de pouvoir travailler avec Sea Shepherd, parce que moi, depuis que je suis adolescent, j'étais fou de Sea Shepherd. Donc là, d'être avec eux, c'était dingue. J'étais extrêmement stressé, parce que je voulais faire à la fois quelque chose qui rendait hommage à leur travail, qui témoignait de leur travail, et en même temps quelque chose de drôle pour notre chaîne Ami des lobbies. Donc c'était un défi pas évident au départ, qui m'a beaucoup angoissé. Et puis ça s'est très très bien passé. Et le capitaine du bateau et l'équipe ont beaucoup aimé la vidéo, donc moi c'était vraiment un grand soulagement pour moi. Et donc voilà, on était 4 jours en mer avec eux. On a fait des sorties en mer avec eux sur le Zodiac pour aller filmer les remontées de filets, en fait. Et ce dont on se rend pas compte, parce qu'on a peut-être souvent, enfin les gens qui sont passionnés d'écologie ont peut-être tous vu des vidéos de Sea Shepherd où on voit les bateaux de pêche qui remontent et on voit un dauphin à l'intérieur. On se dit ah là là, mais on se rend pas compte le travail qu'il y a derrière pour avoir ces images. Concrètement, pour avoir cette image de remontée de filet, il faut déjà un bateau qui est en mer pendant des mois. Donc c'est déjà énorme. Il faut un équipage dans ce bateau. Et ensuite, il faut, à chaque remontée de filet, quand il y a un bateau dans les parages, il faut envoyer un Zodiac qui va se poster en face du bateau et qui va filmer les remontées de filet pendant environ 8 heures.
Donc, faut imaginer qu'on est sur un zodiaque dans le froid, parce que ça se passe en hiver. On est dans le froid pendant 8 heures à ne pas pouvoir manger, rien du tout, boire. Et on filme les remontées non-stop. Non-stop, c'est-à-dire que vous avez les cadreurs de Sea Shepherd qui filment la remontée du filet. Alors, un filet, ça met 3 heures à remonter. Ils filment non-stop parce que si vous avez la caméra éteinte ou que vous vous contentez de regarder le filet, le moment où le dauphin sort de l'eau et au moment où il rentre dans le bateau, ça dure 2 secondes. Donc si vous prenez la caméra et vous appuyez sur REC à ce moment-là, c'est trop tard. Vous ne verrez pas vous ne pourrez pas documenter la prise de dauphin. Donc il s'agit de filmer une remontée de filet pendant 3 heures. Ensuite, le bateau a remonté son filet, il va sur un autre filet et reblotte sur 3 heures. Il peut en faire un troisième. Donc en tout, ça dure, voilà, entre le temps d'y aller et de revenir, ça dure entre 7 heures et 9 heures. C'est énorme. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux avec cette mission avec Sea Shepherd, c'est vraiment l'énergie et aussi l'argent, et le temps qu'il faut consacrer pour faire avancer un tout petit peu la protection de la biodiversité. Parce que grâce à ces missions qui prennent énormément de temps et d'énergie, Sea Shepherd, et c'est vraiment grâce à eux, ont pu montrer que oui, les bateaux de pêche, même s'ils sont petits, même s'ils sont pas des usines sur mer, ils remontent des dauphins. Alors ils en remontent un ou deux peut-être par nuit, mais en fait, comme il peut y avoir jusqu'à 800 bateaux qui pêchent simultanément au large du golfe de Gascogne, eh ben voilà, c'est comme ça que la biodiversité s'éteint, c'est comme ça qu'on peut faire s'effondrer une population, notamment là de dauphins. Oui, mais quand même les gros bateaux, les dégâts sont plus importants que les petits pêcheurs de la pêche artisanale quand même, non? Oui, tout à fait, mais en Moi fait, aussi j'ai un faux argument, non, mais c'est vrai que un bateau énorme va faire plus de dégâts qu'un petit bateau, mais en réalité, euh, il y a une image que je suis agacé que je m'en veux de ne pas l'avoir filmée sur le pont en fait, sur le pont où vous voyez, il y a tous les ordinateurs en fait. Il y avait un membre d'équipage qui m'avait montré un logiciel sur lequel on voyait tous les bateaux du monde entier qui pêchaient simultanément. Les bateaux qui étaient évidemment enregistrés, c'est-à-dire tous les bateaux qui pêchaient illégalement ne s'enregistraient pas et n'étaient pas visibles sur la carte. Et c'était impressionnant. Vous voyez la carte du monde avec une constellation de petits points jaunes qui symbolisaient les bateaux. Et notamment, vous voyez toute l'Afrique dessinée, entourée de petits points jaunes. C'était tous les bateaux qui étaient en train de piller les eaux africaines. La majorité, c'était pas des bateaux africains en il plus, faut le donc préciser c'était assez aussi. choquant. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on se rend compte que malheureusement, peu importe la taille du bateau, c'est le nombre finalement des bateaux qui fait que les eaux sont vidées de leurs poissons et malheureusement de leurs prises accidentelles qui ne sont pas forcément des poissons, mais des mammifères marins, par exemple. Oui. Alors pour s'informer, quand on souhaite s'informer, pour justement ne pas, véhiculer, tout le temps des clichés, des arguments anti-écolos basiques, mais pour s'informer, il faut du temps et il faut savoir aussi où chercher de l'information fiable de nos jours. Donc tu proposes dans ce manuel des réponses qui ont des sources bien identifiées et scientifiquement crédibles. Je cite un exemple, à l'argument anti-écolo au hasard, hein, les pesticides ne sont pas dangereux. Tu opposes des données concrètes et étayées. Alors, je cite une partie de la réponse, hein, page 60. Un rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, donc bien connu, paru en 2021 et basé sur 5300 rapports et études du monde entier, met malheureusement en lumière chez les agriculteurs un lien entre l'exposition aux pesticides et 6 pathologies: maladie de Parkinson, cancer de la prostate, troubles cognitifs, lymphome non-Hodgkinien, myélome multiple, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique. Par ailleurs, pour une femme enceinte ou un enfant exposé aux mêmes produits dans une exploitation agricole ou un simple jardin attenant, par exemple, il existe une forte présomption de lien avec le développement de leucémie et de tumeurs du système nerveux central. Aujourd'hui, donc beaucoup de gens ne savent plus distinguer un pseudo-expert qui s'exprime sur YouTube en mimant un journal, télé, en mettant une petite blouse blanche et en se faisant passer pour un scientifique, et beaucoup de gens ne savent plus distinguer ces pseudo-experts, qu'on trouve un peu partout, des vrais scientifiques, et ça crée beaucoup de confusion. Et puis, il y a quand même aussi autre chose, je trouve, c'est que le fait que les lobbies
du tabac, entre autres, est acheté des scientifiques. Je me souviens du fameux film de Marie-Monique Robin, Le monde selon Monsanto, où on voyait cette problématique et où ensuite on l'a eu avec les Monsanto Papers révélé une autre fois. Enfin, il y a eu tellement de fois depuis, mais donc ça aussi, ça a créé du doute, le fait que ces lobbies, on se soit rendu compte qu'il y avait des scientifiques qui étaient moins indépendants que d'autres, on va dire. Comment as-tu travaillé pour proposer des arguments indéboulonnables? Parce que ça devient très compliqué aussi. Oui, absolument. Alors, bah, ce que j'ai fait, c'est que justement, je suis pas allé chercher la parole d'un scientifique ou même d'un grand expert. Je voulais pas de parole, je voulais des études et je voulais les études les plus vastes possibles, les plus béton possibles. Donc, voilà, comme tu disais, j'étais chercher des études de l'INSERM, du CNRS, et en fait, ça pour le coup, ce sont des chiffres vérifiés, ce sont des instituts scientifiques très sérieux, euh, et parce que malheureusement, si on se base uniquement sur la parole de scientifiques, euh, on va trouver tout et son contraire, et du coup, on n'y comprend plus rien. Et en C'est fait, ça. voilà ça. Et peu importe votre opinion, vous trouverez toujours un expert qui a votre opinion, et vous n'allez croire que lui, et vous allez ne citer que lui, et vous allez rester dans. Et le partager sur les réseaux Voilà, c'est sociaux. ça, c'est ça. Et il y a des domaines. Alors, sur les pesticides, pour le coup, c'est pas bien difficile à trouver, même si on trouve des gens qui défendent les pesticides. Quand même, toutes les études sérieuses, que ce soit CNRS, INSERM, tout ce que vous voulez, montrent les dangers des pesticides, que ce soit sur notre santé ou sur la biodiversité. Mais il y a des domaines. Et puis tout continent Oui, confondu voilà, tout aussi. à fait, tout à fait. Mais il y a des domaines où c'est vraiment pas évident. Celui qui me vient en tête spontanément, c'est sur le végétarisme. Parce que vraiment, vous écoutez des médecins, vous allez avoir des médecins qui vont vous dire si vous mangez pas de viande, vous allez mourir dans les 3 semaines, ou j'exagère évidemment, mais ou l'inverse, vous pouvez ne pas manger de viande du tout, rien du tout, vous allez être en super santé. C'est hallucinant, c'est tout et son contraire. Et donc voilà, je me suis dit bon bah écoute, on va laisser tomber les paroles de médecins, de nutritionnistes, d'experts, on va aller voir les études. Et donc voilà, je me suis basé sur les études vraiment les plus vastes. J'ai trouvé la plus vaste, c'est une étude qui nous venait du Royaume-Uni, qui étudiait des centaines de milliers de personnes. Donc là, c'était sérieux et on pouvait commencer à savoir ou pas si végétarisme, quel était l'effet sur la santé finalement. Alors, tu as donc créé une série pleine d'humour, là, dont on a parlé sur YouTube, Amis des lobbies, que je vais mettre le lien dans le descriptif du podcast. Et dans ce manuel de riposte écologique, l'humour a aussi sa place. On le trouve même par surprise. Hein, il y a des infographies très sérieuses, et puis d'un seul coup, on a des personnalités du cinéma ou de la chanson française qui apparaissent. C'est assez rigolo et ça vient un petit peu détendre l'atmosphère. L'humour, est-ce que c'est juste pour apporter un peu de légèreté que tu l'emploies régulièrement, de légèreté aux propos qui, eux, sont sérieux, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui te font l'utiliser? Alors oui, en fait, c'est pour deux raisons. C'est à la fois que ça soit plus agréable pour moi ou pour nous quand il s'agit d'amis des lobbies, pour l'équipe de tournage, et à la fois pour les gens qui vont recevoir l'épisode, et donc là, et aussi Mmh. pour le livre. Donc c'est à la fois pour la personne qui crée le discours et à la fois pour la personne qui le reçoit. Parce que là, je prends l'exemple d'amis des lobbies, enfin c'est la même chose pour le livre en fait. Quand on se documente sur un sujet un petit peu anxiogène, on passe vraiment parfois de mauvais moments. On est là en train de patauger Oui, dans des chiffres vraiment anxiogènes, dans des réalités qui sont difficiles. Et à un moment, enfin, si on en reste là, c'est il y a de difficile de quoi rester optimiste. avoir. Voilà, exactement. Et donc le fait de après le transformer en un texte qui a de l'humour, dans lequel il y a des sketchs, dans lequel il y a des bêtises, ça fait énormément de bien. Après, là, pour le coup, pour Amis des lobbies, de passer sur un tournage où on se marre avec les comédiens, moi, c'est vraiment, vraiment, on oublie le côté anxiogène. Et puis après, pour la personne qui va regarder l'épisode, ou là, pour le coup, pour le livre, qui va lire ces pages, ben, je trouve que c'est presque beaucoup plus poli, en fait, pour le lecteur ou pour le spectateur, d'avoir à la fois des informations, des choses qui sont pas faciles à lire, à intégrer, et en même temps que ça soit rehaussé par quelques blagues, par du second degré. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et déjà, ça donne envie d'aller peut-être au bout du livre, parce qu'on sait que régulièrement, on va rigoler et qu'on va être plombé si on lit ça, par exemple, le soir. Je sais que moi, j'aime beaucoup lire le soir. Quand je lis des choses anxiogènes, je ferme le livre et je prends un roman parce que j'ai pas envie de mal dormir. Donc Oui. voilà,
quand il y a de l'humour, c'est beaucoup plus agréable. Et ça, je pense que ça permet aussi, peut-être, c'est vraiment, là pour le coup, c'est une opinion, il n'y a pas d'études là-dessus. Je pense que ça peut donner peut-être plus envie de s'engager, de passer à l'action quand on voit que c'est quelque chose dont on peut parler aussi en se marrant, on peut parler à d'autres gens de ça, et c'est pas forcément en faisant la tête et en étant hyper tracassé et hyper meurtri par ce qu'on vient d'apprendre. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir, des arguments, clés en main et qui tiennent la route. Alors les arguments anti-écolo, tu dis que ce ne sont pas toujours de vrais arguments, mais plutôt des idées reçues ou des attaques caractérisées. Quoi qu'il en soit, je te cite, hein: «Ils partagent tous cette même finalité, l'immobilité, l'apathie, l'acceptation d'une trajectoire qui finit joyeusement dans le mur. En somme, il s'agit toujours de magnifiques prétextes à l'inaction». Alors j'aimerais bien, si tu le veux bien, que l'on survole les 5 grandes parties de ce livre pour donner une idée à nos auditrices et auditeurs des arguments anti-écolos qui sont Ok. abordés. Je pense que tout le monde va les reconnaître. On les a tous déjà entendus. Alors le premier grand chapitre s'intitule Biodiversité, tout doit disparaître. Donc je lis les 6 sous-parties. La disparition d'espèces a toujours existé. S'il n'y a plus de baleines, ça ne va pas changer ma vie. Déforestation, point d'interrogation, il suffit de replanter des arbres. Les espèces sauvages ont besoin d'être régulées. Préservation rime avec interdiction. Le braconnage, ça se passe en Afrique. Donc là, tu expliques bien en quoi chacun de ces arguments est faux, mais aussi en quoi c'est important de préserver cette biodiversité. C'est ce que je trouve intéressant dans l'approche que tu as adoptée pour ce livre, c'est que tout cela doit être remis dans un contexte, parce que l'on ne peut pas isoler ces problèmes les uns des autres, et que les isoler permet peut-être d'en atténuer la menace. Les causes sont liées, les conséquences aussi. Tu montres bien au travers là des différentes Mhm. sous-parties, et à chaque fois pour chaque chapitre, hein, comme tu replaces dans le contexte, on s'aperçoit assez rapidement que les Mhm. choses sont pas isolées. S'il y a plus de baleines, ça va pas changer ma vie. Bon, tu expliques en quoi il n'y a pas que le problème des Mhm. baleines, et puis que c'est plus vaste que ça, et en quoi le fait que les baleines disparaissent comme plein d'autres espèces, que tout est lié, donc que ça a des Mhm. conséquences sur d'autres choses. Quand tu parles de la déforestation, avec cet argument, il suffit de replanter des arbres. Bon, ben, tu expliques bien, tu remets dans le contexte. La déforestation, c'est quoi le problème? Mhm. Pourquoi il suffit pas de planter un arbre pour qu'il Mhm. arrive à maturité, et que replanter des arbres sans arrêt, ça ne sert pas à grand-chose pour maintenir la biodiversité? Bon, tout ça, c'est replacé dans un contexte plus large, et ça met en évidence, et chapitre après chapitre, le fait que tout est lié Oui, tout et à fait. interdépendant. Euh, Oui, on a souvent tendance à considérer la protection de la biodiversité comme un geste un peu altruiste, un peu l'écologie que j'entendais dans mon enfance, où on va protéger les arbres, on va protéger les baleines, parce que c'est joli, parce que c'est mignon. Et en fait, cette vision est totalement archaïque et erronée, parce que d'une part, on ne protège jamais qu'une seule espèce, on protège un écosystème. La baleine ne vit pas toute seule dans l'océan, et nous ne vivons pas tout seuls sur la terre ferme. Et par ailleurs, en protégeant un écosystème, on se protège soi, parce qu'on dépend d'un tissu, nous faisons partie du tissu du vivant, et en détruisant une maille de ce tissu, les conséquences nous retombent sur le coin de la figure. Et donc, par exemple, pour la baleine, je vais dévoiler un tout petit peu le chapitre, mais en fait, la baleine, c'est un peu une gardienne des océans. C'est une gardienne de notre oxygène. Elle participe non seulement à capter du CO2, mais à nourrir le phytoplancton qui crée notre oxygène. Puisque malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens disent voilà, la forêt amazonienne c'est le poumon de la planète, et malheureusement on ne peut plus dire ça, puisque la forêt amazonienne rejette autant de CO2 qu'elle n'en absorbe. Il reste encore la forêt primaire du Congo qui a ce rôle de poumon. Mais on exploite tellement nos forêts, on détruit tellement, on morcelle tellement nos forêts que la plupart ne sont plus des poumons. Donc il nous reste encore les océans qui nous fournissent beaucoup d'oxygène, et voilà, on sait un petit peu ce qu'on est en train de subir dans nos océans. Donc il faudrait vraiment, il serait urgent de les protéger et de protéger leurs habitants, puisque ce sont eux les gardiens de notre oxygène.
Et donc voilà, il serait vraiment temps de penser la protection de la biodiversité comme une protection de l'humain, tout simplement, hein. On se protège soi, on assure toutes les alliances que nous avons passées, enfin que nous passons sans même nous en rendre compte malheureusement, avec le vivant qui nous fournit de l'oxygène pur, de l'eau pure, des médicaments, j'en passe. J'ai fait un peu la liste de tous ces services écosystémiques dans le livre. Euh, on a appelé justement, on les appelle services écosystémiques pour bien que les gens qui ne comprennent pas bien que la nature nous rend des services, que voilà, vraiment, ils nous aident. Non seulement ils nous donnent à manger, de l'eau, de l'air, etc., mais aussi ça nous fait économiser énormément d'argent. Il a fallu qu'on chiffre ces services pour que les gens qui se fichent de la nature se disent ah, ça nous fait économiser de l'argent, donc peut-être qu'il faut les protéger. Voilà, donc voilà pourquoi il a fallu ajouter tous ces mots et ces chiffres à la biodiversité. Mais en réalité, comme je cite Baptiste Morisot, le philosophe Baptiste Morisot dans le livre, qui dit que ce serait pas mal d'appeler ces services plutôt des alliances, parce qu'en fait, ce sont des alliances passées avec le vivant, et si on respecte pas notre part de l'alliance, ça va pas marcher en fait. Si on brise l'alliance, bah, la nature va arrêter de nous fournir de l'oxygène, de l'eau pure, etc. Bon, ça a déjà commencé, hein. Ces services se dégradent d'année en année, malheureusement. Oui. Alors la deuxième grande partie, agriculture et alimentation. Les sujets qui fâchent, hein. C'est bien parce que tu abordes tous les sujets qui fâchent, aujourd'hui en tout cas. Donc là, dans les arguments, j'évite de manger bio, local et de saison. Alors, les pesticides ne sont pas dangereux. Sans pesticides, impossible de nourrir l'humanité. Dans les autres, il y a là aussi, hein, 6 arguments, anti-écolo. Les OGM, c'est l'avenir. Le bio, c'est du marketing. Laissez-moi manger de la viande. Les végétariens ont des carences. Donc là, tu expliques bien aussi en quoi, chacun de ces arguments est faux et en quoi c'est important de prendre conscience de la façon dont nous produisons et consommons. Le clivage s'est beaucoup radicalisé ces dernières années. Quel est ton bilan, toi, depuis que tu t'es engagé dans tout ça, sur ces sujets, par exemple, agriculture et alimentation, sur leur perception, sur la façon dont les gens consomment? On a l'impression que ça régresse en ce moment. Est-ce que, par rapport à tes retours sur le livre, tes retours sur la série, est-ce que tu vois une évolution dans toi, les retours que tu as? Qu'est-ce que tu en penses? De la Alors, façon dont les gens perçoivent ça? Dans quel sens, tu penses que ça va, là, en ce moment? alors, j'ai l'impression. Alors, là pour le coup, encore une fois, ça va être qu'une impression, mais qui est difficile parce que Oui. pour le coup, pour les retours sur le livre ou même sur la série, je ne peux que constater que je suis un petit peu enfermé dans une bulle, entouré d'écologistes, donc qui vont dire des choses gentilles et qui vont dire qu'ils sont très sensibles à ça. Mais effectivement, quand je regarde un petit peu ce qui se passe un peu plus largement dans les médias, dans la société, j'ai effectivement aussi l'impression que ça régresse. Mais encore une fois, ça n'est qu'une impression. Pour le coup, la seule chose tangible qu'on a eue autour de nous ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est la crise agricole. Alors j'ai été tellement ravi que les agriculteurs fassent beaucoup de bruit au début. Je dis ah, enfin on va parler de choses qui ne vont pas du tout dans l'agriculture. Enfin on entend parler de libre échange, des effets néfastes du libre échange, etc. Et après j'ai été évidemment désolé et abasourdi par le fait que tout retombe sur l'écologie et qu'on ne touche pas au libre-échange, mais par contre qu'on déconstruise les normes environnementales. Oui. C'était vraiment désolant. Ça Ça l'est continue, encore, ça exactement. ça continue, hein. Ça a servi quand même de prétexte à déconstruire beaucoup de choses qu'il avait fallu tellement d'années pour acquérir en termes de droits, sur les législations justement de produits toxiques, l'utilisation Exactement. de produits Alors toxiques, à la fois, enfin, je comprends. Si, je comprends. Moi, j'habite en Aveyron, j'habite en rural. Je vois à quel point le métier d'agriculteur est difficile. Enfin, c'est presque un pari oui, complètement ça on est fou de d'accord, devoir oui. produire la même quantité de nourriture tous les ans, alors que le climat est complètement fou. Enfin, c'est imprévisible. Enfin, c'est un métier, c'est un pari un peu fou presque de faire ce métier, même si c'est pour moi peut-être le plus beau métier du monde. Euh, mais c'est vrai, c'est tellement dommage que tout retombe sur les normes environnementales. Enfin, là pour le coup, c'est pas une impression, c'est quelque chose qui est documenté. Ce populisme anti-écolo qui a émergé ces dernières années et qui est vraiment très très fort en ce moment et sur lequel notamment surfe l'extrême droite est très problématique. Surtout qu'on en a malheureusement un avant-goût par ce qui s'est passé aux États-Unis avec une espèce d'affirmation
masculiniste de la pollution, en fait. C'est assez fou. Euh, être pollué devient une espèce d'affirmation de, à la fois une revendication populaire et virile. Donc en fait, si tu luttes contre la pollution, tu es faible et tu es un bobo et tu fais partie des élites. Et nous, le vrai peuple, on a le droit de polluer. C'est complètement faux. Hein. C'est évidemment des constructions et des arguments d'extrême droite, mais c'est très en vogue et ça parle à pas mal de gens. C'est très inquiétant et à la fois, je pense qu'aujourd'hui tout le monde, enfin, ce qui est affligeant, c'est que je connais personne, mais absolument personne, qui se fiche de la disparition des abeilles. Je connais personne qui dit je m'en fous les abeilles. Non, je connais personne. Mais à la fois, les gens, voilà, vont être peinés quand ils apprennent la disparition des abeilles. Enfin, j'ai plein d'apiculteurs autour de moi. Les gens qui les connaissent sont aussi peinés quand ils apprennent que, voilà, ah mince, telle ruche, c'est terminé, telle. Mais en même temps, vous avez 50% de la population française qui est méfiante à l'égard du bio. Alors que le bio, c'est quand même si je sais tous les freins qu'il peut y avoir à acheter bio, surtout en ce moment avec l'inflation, le bio, c'est l'action qui est vraiment à la disposition de tout le monde pour essayer de préserver un tout petit peu les pollinisateurs, entre autres, hein, les pollinisateurs, tous les insectes, les oiseaux, etc. Donc on est vraiment dans un paradoxe qui est un peu embêtant, à savoir que pas mal de gens savent, ont conscience des problèmes, mais ne sont pas du tout d'accord sur les moyens d'action ou n'ont pas du tout envie d'agir pour lutter contre ces problèmes. Oui, mais tu parles de l'inflation qui peut freiner l'achat du bio, mais moi, ce qui m'a un peu désolée dans tout ce qui est sorti par rapport à la crise dont tu parlais, des agriculteurs, c'est que on n'a pas vu beaucoup de très grandes mesures sortir d'accompagnement vers une agriculture plus respectueuse, parce que c'est ce problème de transition. On a retiré des aides qui étaient incitatives pour la conversion en bio. Donc, si on retire les aides pour accompagner la transition, ben, c'est sûr que les pauvres agriculteurs se retrouvent enfermés dans un système dont ils ne peuvent pas sortir tout seuls. Ils n'arrivent déjà même plus à en vivre tout seuls de ce système et depuis longtemps même. Absolument. Donc, puis les marges de la grande distribution aussi sur le bio. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de volonté politique et ça, on n'en parle pas beaucoup, quoi. Oui, on n'en parle pas beaucoup et c'est très dommage en fait que, enfin, on n'en parle pas beaucoup et c'est presque normal finalement. C'est un peu triste de le dire, mais étant donné que la crise agricole a été totalement pilotée par la FNSEA, dont le patron fait partie de Oui. l'agrobusiness. Enfin, c'est normal qu'il ne veuille pas détruire les choses qui le nourrissent. Euh, et c'est assez affligeant. J'étais dans une réunion il y a pas longtemps avec la Confédération paysanne et on en parlait. Je leur demandais naïvement, parce que moi je suis pas agriculteur, mais je leur demandais mais comment c'est possible. Enfin, le modèle défendu par la FNSE est un modèle qui détruit la paysannerie. C'est-à-dire que comment se fait-il que la FNSEA soit encore le syndicat majoritaire? Et il me disait, mais malheureusement, c'est pas juste le syndicat agricole, c'est pas juste un truc pour lequel les agriculteurs vont voter et qui va pas changer grand-chose à leur vie. Non, non, ça orchestre un peu toute leur vie. De là dépend leur mutuelle, leurs aides, leur chambre d'agriculture. Donc c'est casse-pied de changer de syndicat, et donc ils vont pas le faire. Surtout si leurs parents étaient là-bas aussi, ils vont pas le faire. Donc en fait, c'est absurde. C'est-à-dire que là encore une fois, on est vraiment dans le prétexte à l'inaction. C'est-à-dire que vous avez des énormes problèmes et la réponse, c'est de dire ne change rien. C'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire mieux, non, on va dire ne changeons surtout rien du tout. C'est complètement absurde. C'est-à-dire que les normes environnementales, les agriculteurs eux-mêmes, hein, j'ai entendu des tas d'interviews d'agriculteurs qui le disaient, ils disaient on n'en aurait rien à faire des normes environnementales si on gagnait décemment notre vie. Et donc, au lieu de faire en sorte que les agriculteurs gagnent bien leur vie, non. On touche pas au libre-échange, on touche pas au système, on touche à l'écologie. C'est absurde. Oui. Alors le troisième grand chapitre, c'est climat et énergie, énergie au pluriel. Le refroidissement climatique. Alors, là, on a, donc, 6 ou 7, je crois, 7 sous-parties, avec, donc les arguments, classiques. Le réchauffement climatique, c'est naturel. Sakai ce matin, il est où votre réchauffement climatique?
Les scientifiques sont très partagés sur le dérèglement climatique, c'est la Chine le problème. Les voitures électriques sont pires que les autres, les éoliennes ne servent à rien, le nucléaire pourvoit à tous nos besoins. Alors pour la voiture comme pour le nucléaire, tout n'est pas tout négatif ou tout positif et c'est ce qui est aussi compliqué dans les dialogues que l'on peut avoir, où chaque camp a de moins en moins envie d'écouter l'autre. Et je dois dire que moi-même, je me surprends quelquefois dans cette position, comme si c'était peine perdue. Le livre rend assez bien compte de la palette d'arguments du pour et du contre, que ce soit pour la voiture électrique ou le nucléaire. Comment tu as abordé ces 2 parties, qui sont vraiment très sensibles, sur lesquelles on voit des nouveaux arguments arriver régulièrement qui sont du côté du pour ou du côté du contre et ces 2 parties qui divisent aussi au sein même des écologistes? Oui, alors tu fais bien de pointer ces 2 chapitres parce qu'ils étaient très difficiles. Ils ont été très difficiles à écrire et on a notamment fait un épisode sur la voiture électrique avec, la web-série Amis des lobbies. Tu Oui, l'as vu? je l'ai regardé là. Et hem Oui. et c'est très intéressant de voir que les gens s'écharpent dans les commentaires parce qu'effectivement, ce sont des thèmes qui divisent, au sein même des partisans de l'écologie. Mmh. Moi, ce que j'ai voulu faire vraiment, c'est déjà, comme l'ensemble du livre, c'est déjà déconstruire les idées reçues. Parce que qu'on soit pour ou contre la voiture électrique, a priori, moi, je m'en fiche, mais ce que je ne veux pas qu'on fasse, c'est dire des bêtises. Donc en fait, et finalement, que ça soit la voiture électrique ou l'énergie nucléaire, le problème est finalement le même, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on dise de bêtises sur ces 2 thèmes-là, qu'on diabolise la voiture électrique ou qu'on diabolise l'énergie nucléaire, et je ne veux pas non plus qu'on tombe dans l'autre biais qui est de faire de ces technologies le Graal, c'est-à-dire qu'on tombe dans le technosolutionnisme qui fait que la voiture électrique arrive, c'est super, on n'a besoin de faire aucun autre Mmh. effort, pardon, pour décarboner nos transports. C'est faux. Et moi, ce qui m'embête, c'est que c'est qu'il y a des idées fausses, voilà, qui circulent sur ces 2 thèmes. Alors l'idée, voilà, c'était déjà de déconstruire ça. Mmh. Par exemple, le fait que la voiture électrique émette plus de CO2. Non, vraiment, si on épluche toute l'expertise, c'est faux. Mais par contre, il faut pas nier les autres problèmes, notamment l'extraction minière, qui pose beaucoup de problèmes. Et encore une fois, pour moi, vraiment, le principal problème, c'est le technosolutionnisme, parce que pour beaucoup de gens, et notamment nos politiques, la voiture électrique, c'est un peu, encore une fois, un texte à l'inaction. C'est-à-dire, ah, parfait, vous achetez une voiture électrique, vous n'avez rien d'autre à faire, et surtout, nous n'avons rien d'autre à faire pour décarboner le secteur des transports, ce qui est faux, parce que quand bien même tous les Français auraient une voiture électrique, déjà, on ne sait pas ce que ça donnerait au niveau des infrastructures et au niveau de l'accroissement de l'extraction minière, mais surtout, en fait, ça suffirait même pas à décarboner suffisamment le secteur des transports. Ça le diviserait peut-être par 2 ou 3 les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, mais ça serait même pas suffisant. Ce dont on a besoin pour vraiment décarboner les transports et pour essayer de garder une planète vivable et d'être dans les accords de Paris, de pas vivre dans un four en 2100, mais c'est surtout des transports en commun, c'est surtout des pistes cyclables et surtout un urbanisme repensé pour que les gens marchent et puissent aller faire tout en marchant. Et moi qui habite à la campagne, j'ai besoin de pistes cyclables énormément et j'ai besoin aussi de navettes qui vont de village en village pour ne pas avoir à prendre la voiture, pour ne pas être dépendant de la voiture. Et pour le nucléaire, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, moi je le regrette un petit peu, qu'il y ait beaucoup dans les milieux écologistes, beaucoup de craintes liées à la sûreté nucléaire et même à la sécurité nucléaire. Bien sûr, c'est complètement compréhensible, il faut s'en préoccuper, il faut critiquer la sûreté des centrales, c'est complètement normal. Mais le fait que tout le Et le problème des déchets et du réchauffement de l'eau que tu abordes, hein, dans le voilà, tout de à puisque fait. les centrales doivent utiliser de l'eau, le problème Exactement, des cours d'eau qui sont, réchauffés par, les centrales par les et rejets et d'eau des qui en centrales, ouais. période de canicule, on va avoir de plus en plus de canicules, mais tout ça tu le dis aussi, hein, dans le livre Tout à et que fait. ça pose aussi ces problèmes-là, donc c'est vrai que c'est complexe, donc je t'ai Oui, c'est coupé co sur le nucléaire, tu Non, étais non, non, il y parti, a pas de problème. Non, non, oui. mais oui, tu as raison que c'est complexe. C'est pour ça que Mmh. c'est pour ça qu'on a besoin d'un mix énergétique et qu'il faut pas se reposer sur une seule énergie. Et donc, et finalement, c'est ça qui essaie de déconstruire le chapitre de mon livre. C'est l'intitulé, c'est le nucléaire pourvoit à tous nos besoins. Il va nous tirer d'affaire. On n'a aucun autre effort à faire puisqu'on a les centrales. On a besoin de rien d'autre. Et c'est totalement faux. On a vraiment besoin d'un mix énergétique. On a besoin des éoliennes. On a besoin du solaire. On a besoin évidemment de nos centrales hydroélectriques. On a besoin de tout pour justement pourvoir à tous les défauts de chaque énergie, parce que chaque
source d'énergie a ses défauts qui sont de plus en plus importants au fur et à mesure qu'on développe cette énergie dans notre pays. Donc effectivement, le nucléaire, Et on a besoin de moins consommer, peut-être aussi, comme tu le dis aussi. c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on se mettait vraiment à la sobriété, on aurait beaucoup moins de problèmes à essayer de résoudre. Ah, on n'a pas assez d'énergie pour ceci, pour cela. Mais oui, mais si on réduisait nos besoins, vraiment tous les problèmes seraient plus simples, quoi. Mais on n'est pas du tout dans cet esprit-là. On est dans l'état d'esprit de nos politiques. On a l'impression que et j'en suis navré, que nos politiques n'osent pas dire à la population française, ça serait vraiment pas mal si on faisait un effort tous ensemble de réduction d'énergie. On va le faire, voilà, avec pédagogie, avec entrain. Non, non, on n'ose pas, surtout pas dire ça aux Français parce que peut-être ça serait un aveu de faiblesse. Et donc, on promet aux Français qu'ils vont garder exactement le même rythme de vie, leur même confort de vie. Et donc, on s'écharpe là à essayer de trouver, à planter des éoliennes partout, à planter des champs de solaire partout, à développer le nucléaire. Tout ça pour qu'on garde le même niveau de consommation d'énergie. C'est vraiment dommage parce que c'est pas très très compliqué de réduire sa consommation d'énergie. Ça peut se faire vraiment dans une bonne entente et surtout ça permet de gagner beaucoup de choses. Je dis n'importe quoi, si on développe le vélo, eh ben on réduit les frais de santé forcément. Les gens s'ils font du sport, on va réduire les frais de santé. Les gens vont être en plus heureux parce que l'activité physique ça rend heureux. Enfin il y a des tas de choses qui sont vraiment intéressantes à développer et c'est dommage de faire croire aux gens que tout va continuer pareil. Oui. Alors le quatrième grand chapitre, économie et société, un monde escrologique. L'escrologie en général. Alors les 6 sous-parties, l'écologie veut nous ramener à l'âge de pierre, l'écologie est l'ennemi de l'économie, la technologie va nous sauver, les petits gestes ne servent à rien, le lobby vert est très puissant, le vrai problème, c'est la surpopulation. Alors qu'est-ce que c'est ce monde escrologique, Jérémy Bismuth? Alors j'aime beaucoup cette expression, l'escrologie, où voilà, ça vient effectivement des détracteurs de l'écologie. Ben en fait, oui, dans cette partie, j'ai essayé de noter un petit peu tous les arguments, enfin pas tous, les plus insupportables et puis aussi parfois les plus pertinents, qui essayent de nous faire croire que finalement, soit un monde écologique, un monde où tout le monde se mettrait à l'écologique, ça ne marcherait pas, ou ça serait dommageable pour la population, ou au contraire de faire croire qu'on n'a pas du tout besoin de l'écologie parce qu'on a déjà autre chose et que vraiment l'écologie ne sert à rien. Euh, voilà un petit peu ce que j'ai essayé de mettre dans cette partie. Oui, donc la 5e grande partie, l'animal est un objet comme un autre. Donc là, il y a 5 sous-parties. Les animaux ne souffrent pas vraiment, on ne touche pas aux traditions, les véganes sont financés par les GAFAM, les véganes coupent notre lien aux animaux, les animaux, ça n'est pas la priorité. Pourquoi tu dis, au début du livre, quand tu présentes les parties, pourquoi tu dis que cette partie est un peu à part? Moi, je trouve qu'elle s'inscrit bien dans la continuité Je des te autres. remercie, mais je préférais faire cette petite précision parce que c'est vrai que l'écologie et la cause animale, ce sont quand même deux choses différentes. Même si moi j'essaye au maximum de montrer que c'est complètement lié, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ce sont des choses différentes. Évidemment, en tant que au terme scientifique, pardon, dans l'acceptation scientifique de l'écologie, c'est complètement différent d'ailleurs. Mais je voulais montrer que quand on est militant écologiste, je pense que c'est très intéressant de s'intéresser à la cause animale et inversement. Et malheureusement, ce que je ne savais pas du tout au départ, avant de me documenter sur ces sujets, c'est qu'il y a malheureusement des militants écologistes qui s'opposent à ceux de la cause animale et inversement. Et j'en étais vraiment surpris et très peiné. Je vois des militants de la cause animale qui invectivent des militants écologistes en leur disant qu'ils ne font pas bien, que c'est en les critiquant vraiment de manière très virulente, et je trouve qu'il faudrait vraiment mettre un terme à ça et qu'on fasse route ensemble, même si je sais bien que, par exemple, sur des, revenons à l'agriculture, en termes d'élevage et d'agriculture, si on se met d'un point de vue strictement écologique, une exploitation agricole, c'est vrai qu'elle est facilement écologique si elle mêle de l'élevage, voilà, de l'élevage paysan vraiment à petite échelle, et de la culture. Et pour un militant de la cause animale, ça n'est pas envisageable. Donc voilà, ce sont des points de désaccord comme ça qui vont faire que
les militants ne font pas toujours route ensemble. Mais moi, ce que je vois, notamment, encore une fois pour l'élevage, c'est que aujourd'hui en France, tu as 80% des animaux d'élevage qui sont enfermés dans des élevages intensifs. Donc, quand bien même, voilà, c'est énorme. Donc, en fait, un écolo et un militant vegan, par exemple, ont 80% du chemin à faire ensemble, parce que le premier but, c'est d'arrêter avec ces élevages intensifs absolument affreux. Donc, vraiment, pour moi, si on a 80% du chemin à faire ensemble, c'est absolument stupide de se dire non, on fait pas un seul kilomètre ensemble parce que de toute façon, au bout de la route, on va se séparer. Donc, au mieux, non, il faut se serrer les coudes et prendre en compte la cause animale. Mais justement, il me semble que si on n'est pas, d'accord entre militants, écologistes ou, comme tu viens de dire et ceux qui défendent la cause animale, c'est peut-être parce que là aussi, il manque de vision, globale, parce que le dénominateur commun, il me semble, c'est le respect du vivant, puisque tout ce qui est arrivé par rapport à nos ressources, que nous prélevons de façon illimitée, dans un monde limité, tout ce que l'on sait aujourd'hui de cette consommation effrénée et de ce manque de respect du vivant qui, en termes de droits humains comme d'environnement, finalement, c'est toujours le même, problème, et lorsque des décisions à grande échelle sont prises sans tenir compte de ce respect du vivant, que ce soit la déforestation, l'élevage intensif, les Ouïghours, à chaque fois, c'est un problème de manque de considération et d'appréciation, il y a une négation de la vie, quoi. Donc, il me semble que, comme, on le disait au début, le fait que tu relis ces différents chapitres et les différentes sous-parties en montrant, que tout ça est lié et que si on traite ces choses-là séparément, on résout qu'une partie du problème, mais la racine commune du problème, la les conséquences sont, englobent toutes les sous-parties et tous les chapitres que tu as, formulés, énoncés. D'ailleurs, tu le dis très bien, à la fin du livre, je trouve, à la page 246, je vais te citer donc la première partie du paragraphe, tu écris: «Tant qu'il sera acceptable de torturer un animal pour se distraire, nous garderons un pied dans l'ancien monde. Tant que des traditions ou des usages archaïques persisteront, ce n'est pas seulement notre rapport à l'animal, mais au vivant tout entier qui sera biaisé.» Et un petit peu plus loin sur cette page 246, tu écris: «Dans leur immense majorité, nos sociétés modernes, comme nos textes fondateurs, distinguent nettement la nature et l'homme, grand sujet, la végétation, les animaux, l'eau, la terre constituant un décor, des ressources, mais très rarement des alliés. Et cette perception trompeuse, car scientifiquement erronée, représente peut-être la principale cause de l'impasse écologique dans laquelle nous nous trouvons.» Ben voilà, c'est QFD. Je te remercie d'avoir lu cette partie. Effectivement, pour revenir voilà à la cause animale, je pense qu'elle nous aide. Le travail que font les militants de la cause animale nous aide à voir dans l'autre, l'animal non humain, si petit soit-il, si différent de nous soit-il, nous aide à voir et à comprendre ses émotions. Et quand on a compris ça, effectivement, on ne peut, à mon sens, qu'être beaucoup plus respectueux et sensible à l'ensemble du vivant. Et, euh, et quand vous voulez détruire un morceau de nature pour y construire un bout d'autoroute totalement inutile, ben, pour le coup, vous pouvez comprendre que vous détruisez pas que de l'herbe et trois arbustes. En fait, vous détruisez du vivant. Vous détruisez des êtres qui pensent, qui prévoient, qui souffrent, et donc c'est plus du tout la même perspective. On se dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de la faire cette autoroute On peut pas juste prendre 10 minutes de plus et ne pas détruire cette richesse-là. Voilà. Dernière question, comment, tu l'as pensé, comment on peut l'utiliser, ce livre? Parce qu'on ne peut pas non plus mémoriser toutes les données qui sont, dans chaque, chapitre. Donc comment tu t'es imaginé, qu'il allait pouvoir, être utile, les différentes façons de l'utiliser, on va dire? Alors, c'est vrai que je me suis dit déjà pour la première chose, je me suis dit avant même l'idée de pouvoir répondre à quelqu'un ou je me suis dit que ça pouvait être déjà une bonne introduction aux thématiques écologiques. C'est pour ça que je voulais que ça balaye, comme je te disais, un petit peu tous les champs principaux de la protection du vivant et que les arguments aillent puiser vraiment dans tous les thèmes un peu sensibles pour qu'on puisse avoir un peu une idée générale de
tout ce qui est en cours, tout ce qu'on essaye de faire pour protéger le vivant et tous les freins qu'on nous oppose. Moi, c'est un petit peu le livre que j'aurais aimé avoir sous les yeux quand j'ai commencé à me documenter sur ces sujets. Et je voudrais préciser que j'ai mis 1 an à l'écrire parce que c'était une documentation tellement longue à amasser. Et donc, la première chose que je crois avoir fait pour les lecteurs, c'est leur mettre à dispo des informations que j'ai mis un temps fou à trouver, ne serait-ce qu'à trouver, hein, pas seulement à lire, mais à trouver, parce que des fois c'est très difficile. Et donc je pense que voilà, que si on veut se documenter sur la déforestation ou quoi, on va trouver des choses, on va gagner un temps fou si en lisant le livre. Et donc voilà, je trouve que déjà voilà, c'est une introduction à toutes ces thématiques. Et la deuxième chose, c'est comme tu disais, comment on va l'utiliser pour répondre. Je crois que si on sait qu'on doit si on veut se documenter sur un sujet en particulier, ou si on sait qu'on va avoir une discussion sur telle thématique, ou si au contraire on a déjà vu une émission qui parlait de tel sujet, qu'on se dit mais attends, les arguments sont bizarres là, ou alors j'ai entendu tous ces arguments-là, je ne sais absolument pas s'ils sont vrais ou faux. Effectivement, on peut aller jeter un coup d'œil au livre et aller voir finalement parce que les études les plus béton qui sont rapportées dedans pour voir si ça correspondait à ce que disait l'interlocuteur ou pas, et vérifier si finalement le consensus scientifique va dans le même sens. Et puis ça permet aussi pour ceux, parce que moi je sais que j'ai pas mal d'amis par exemple qui sont incollables sur le climat, mais par exemple sur la biodiversité, qui n'y connaissent absolument rien. Et je trouve que c'est pas mal pour les gens qui s'intéressent déjà beaucoup à l'écologie, qui connaissent très bien un domaine, mais qui connaissent pas tellement les autres, d'avoir de pouvoir avoir des infos qui sont données de manière un peu rigolote sur tous les sujets. Voilà. Donc, manuel de riposte écologique, les armes et les mots contre 30 arguments anti-écolo, c'est de Jérémy Bismuth et ça vient de paraître aux éditions Tana. Voilà, avec toujours plein de beaux livres aux éditions Tana. Merci beaucoup Jérémy. Merci beaucoup Anne. Donc, on te souhaite une très bonne continuation. Je signale à nos auditrices et auditeurs que dans le descriptif de ce podcast, vous trouverez le lien sur lequel vous pourrez cliquer pour aller directement acquérir, si vous le souhaitez, ce beau manuel de riposte écologique. 256 pages quand même, c'est quand même le petit pavé. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aller piocher directement dans ce qui nous intéresse ou au moment où on a besoin un peu plus d'infos, d'arguments sur tel ou tel sujet. La table des matières est très précise et ce sont des petits chapitres qui sont faciles à lire. Donc, on peut aussi poser le livre, y revenir, le lire dans le désordre. Voilà. Très bien. Alors, un grand merci et puis surtout une bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de me mettre une bonne note sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de me laisser un petit commentaire. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Spotify maintenant. Sauce Suite Planète, c'est un site et un podcast indépendant. Merci donc de soutenir mon travail à partir de 3 € par mois sur Patreon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode.